Elle pensait que je la supplierais de rester, mais je l'ai laissée partir et c'est là que le regret l'a frappée instantanément. Je ne l'ai pas suivie. Je n'ai même pas scié quand les portes de l'ascenseur se sont refermées entre nous. Elle se tenait là, serrant ce minuscule sac de voyage comme si c'était un billet pour la liberté. Les cheveux encore mouillés de la douche que j'avais installée. Vêtue du sweat à capuche que je lui avais acheté après cette nuit froide à Avignon. Elle n'a pas dit au revoir. Elle n'a même pas regardé en arrière. Mais le miroir de l'ascenseur reflétait parfaitement son visage avant de se refermer. Satisfaite, comme si elle pensait que c'était un test. Comme si elle s'attendait à ce que je sprinte dans le couloir, pieds nus et pathétique, la suppliant de ne pas partir. Elle ne savait pas que j'avais déjà vu le reçu. 2 dîners, une chambre d'hôtel facturée sur ma carte. Je ne l'avais pas confrontée. Pas encore. J'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin d'un dernier fil à tirer. Alors, j'ai attendu. Attendu jusqu'à ce qu'elle me regarde dans les yeux aimante. Elle a dit qu'elle allait chez sa sœur. Sa sœur vit à Orléans. Le reçu provenait d'un hôtel avec toit-terrasse dans notre ville, à 15 minutes de notre porte d'entrée. Et le nom à côté du sien sur la facture, des Martel, son ancien camarade d'études supérieures. Celui avec la barbe odieuse et un fond fiduciaire encore plus odieux. Alors quand elle a dit « J'ai juste besoin d'espace, d'accord ?» et que j'ai hoché la tête comme un idiot sans colonne vertébrale, elle a cru que j'étais compréhensif. Elle a cru que je cédais comme d'habitude, mais je n'acquiesçais pas en accord. Je hochais la tête parce que j'avais déjà passé l'appel. Celui à sa sœur, celui à un serrurier, celui à sa femme. Oui, elle n'a aucune idée que je l'ai découverte. Alors non, je n'ai pas poursuivi Mélanie dans ce couloir. Je n'ai pas appuyé sur le bouton de l'ascenseur ni crié son nom comme dans un film romantique tragique. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, me suis assis sur le canapé et j'ai attendu parce que je savais que les prochaines 24 heures allaient bouleverser son monde. Et quand cet ascenseur serait remonté, elle ne sourirait plus. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne me suis même pas allongé. Je suis juste resté assis sur le canapé qu'elle avait choisi dans l'appartement que nous avions loué ensemble, fixant la légère trace de sa tasse de café, toujours posée près de l'évier. Elle la laissait toujours là. Ne la rinçait jamais. Un peu de mousse de lait d'amande collant sur le côté comme si elle avait des droits. Cela m'agaçait autrefois. Maintenant, cela me rendait juste malade. À 2h12 du matin, mon téléphone s'est illuminé. « Tu es debout ?» Le message venait d'elle. Pas « Salut », pas « Je suis en sécurité ». Pas même des fausses excuses. Juste ces 2 petits mots froids. « Tu es debout ?» Je n'ai pas répondu. À 2h20, elle a de nouveau envoyé un message. J'ai laissé mon chargeur dans la chambre. Peux-tu l'apporter en bas? Cela m'a fait rire. Pas un vrai rire. Le genre amer. Le genre, tu te moques de moi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris le chargeur, les coupé en 2 avec des ciseaux de cuisine et les jeté à la poubelle à côté des reçus que j'avais déjà imprimés parce que oui, j'avais tout imprimé. L'addition du dîner, l'enregistrement de l'hôtel, le reçu du bar avec sa signature à côté de la sienne. La sienne faisait toujours une boucle sur le i. C'était reconnaissable entre 1000. Et la facture d'une réservation de spa sous son nom avec ses initiales dans le champ des notes. Massage aux pierres chaudes, Mélanie et Martel. Elle se croyait toujours maligne. À 2h47 du matin, elle a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé encore et encore. 18 appels manqués à 3h15. J'ai juste laissé l'écran éclairer la pièce sombre comme un feu lent. À 4h03 du matin, elle a laissé un message vocal. Sa voix n'était plus satisfaite. Elle était sèche, en colère. Étienne, je sais que tu es debout. C'est puéril. Réponds-moi juste. Puéril, n'est-ce pas? Parce que j'étais l'enfant ici. Au moment où le soleil perçait à travers les stores, j'avais déjà préparé un sac de sport avec l'essentiel. Pas le mien, le sien. Ces produits de soins haut de gamme qu'elle ne me laissait même pas toucher. Le collier que sa mère lui avait offert. Sa blouse en soie qu'il ne fallait pas froisser. Tout. Je l'ai posé près de la porte juste à côté d'une simple enveloppe marron. Pas de mots,
juste des preuves irréfutables. Chaque impression, chaque photo, tout ce que j'avais trouvé. Puis je lui ai envoyé un message avec juste 3 mots. Viens le chercher. Aucune explication, aucune émotion, juste cela. On a frappé 20 minutes plus tard. Elle ne s'attendait pas à ce que les serrures soient changées. Elle a frappé. Elle a appelé mon nom. Elle a utilisé cette fausse voix douce qu'elle ne sort que lorsqu'elle est acculée. Étienne, allez. Parlons. Je veux juste mes affaires. J'ai ouvert la porte d'exactement 3 centimètres, juste assez pour faire glisser le sac sur le sol. Ses doigts ont cherché l'enveloppe, mais je l'ai retirée. Lila plus tard, ai-je dit en privé. Elle a essayé de pousser la porte, mais elle n'a pas bougé. Je l'ai tenue fermement pour une fois. Ses yeux ont changé. Cette fausse confiance s'est estompée. Ce n'est pas ton genre, a-t-elle dit. Exactement. C'était le but. Elle est partie en silence. Pas un seul mot, pas d'excuse, pas de crise, pas même une fausse larme. Mais je l'ai vue regarder en arrière à travers la vitre une fois. Et en cette seule seconde, je jure. Je jure qu'elle a enfin compris que je ne jouais plus. Mais il était trop tard parce que l'enveloppe ne contenait pas seulement ce que je savais. Elle contenait aussi ce que sa femme savait. Je ne suis pas allé travailler ce jour-là. Je ne pouvais pas. Je veux dire, qu'est-ce que j'allais faire? Entrer et faire comme si tout était normal? Plaisanter sur le trafic en sachant que ma femme envoyait des messages à un homme à propos du service en chambre et de gommage corporel quelques jours auparavant. Non, je suis resté à la maison. Je me suis assis sur le canapé comme si c'était mon centre de commandement, téléphone à la main, et j'ai juste regardé tout brûler depuis le premier rang. À 11h14 du matin, j'ai reçu le premier message de la femme de Martel. Son nom était Théa. Je l'avais trouvé grâce à quelques recherches en ligne après avoir vu son nom sur les reçus. Cela n'a pris que 20 minutes. Elle était facile à trouver, agent immobilier, sourire poli, 2 golden retrievers et une bio Instagram, la famille avant tout, douloureusement douce. Un message direct de ma part avec les mots « Savez-vous avec qui votre mari a dîné jeudi dernier ?» a suffi à faire éclater le barrage. Elle m'a appelé. J'ai décroché. Étienne, sa voix tremblait, mais elle était contrôlée. J'ai eu votre message, et je pense que vous et moi avons affaire aux mêmes 2 serpents. Cette phrase, c'est le moment où tout a changé parce que soudain, je n'étais plus seul là-dedans. Je n'étais pas fou, ni inquiet, ni en train d'imaginer des choses. Il y avait une autre personne de l'autre côté de ce cauchemar, traversant la même trahison. Et elle n'était pas intéressée à simplement pleurer non plus. Elle voulait la vérité, toute la vérité. Nous avons échangé des captures d'écran, des comparaisons, l'historique des voyages de son mari, les événements professionnels de ma femme, leurs messages, des photos. L'une d'elles était un selfie. Mélanie embrassant la joue de Martel, tenant une carte clé d'hôtel comme un trophée. La date de cette image. La même nuit où elle m'avait dit qu'elle était chez Chloé pour une soirée vin. Théa continuait d'envoyer. Je continuais à lire et plus je lisais, plus quelque chose en moi se brisait. Je n'étais même plus en colère. J'étais vide. J'avais donné à cette femme près d'une décennie de ma vie. Je lui ai acheté des médicaments contre le rhume à 2h du matin quand elle avait la grippe. J'ai tenu la main de son père à ses funérailles. J'ai raté ma propre cérémonie de promotion parce qu'elle avait eu une crise de panique avant le dîner avec sa mère et c'est ce que j'ai obtenu. Un roman d'amour à petit budget joué dans mon dos. Vers midi, Théa a demandé si nous pouvions nous rencontrer en personne. Au début, j'ai hésité. Je veux dire, cela partait déjà en vrille dans quelque chose que je n'attendais pas, mais ensuite elle a dit quelque chose qui m'a donné des frissons. Il se voit toujours. Il pense que nous ne savons pas. Ne crions pas, planifions. Planifier. Ce mot était comme un éclair. Parce que c'est ce que Mélanie et Martel avaient fait depuis le début. Planifier, se faufiler, mentir, coordonner à leur près pendant que j'étais là à lui préparer son déjeuner et à plier nos serviettes en 3 parce qu'elle les aimait bien rangées. Alors, j'ai accepté. Nous avons fixé une heure. Ce soir-là, 19h30, un lieu public, assez calme pour parler, un terrain neutre. Mélanie n'avait toujours pas envoyé de message depuis qu'elle avait récupéré son sac. J'ai imaginé qu'elle était assise quelque part avec Martel,
racontant sa version de l'histoire, me dépeignant comme le mari pathétique et collant qui ne pouvait pas la satisfaire intellectuellement ou émotionnellement. Ou peut-être qu'elle faisait semblant d'avoir besoin d'espace tout en se glissant secrètement à nouveau dans son lit, pensant qu'elle reviendrait vers moi une fois qu'elle aurait fini de traiter. Mais j'avais des nouvelles pour elle. Il n'y avait pas de retour en arrière. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement un mariage qui s'effondrait. C'était un jugement. Un jugement très organisé, silencieux et minutieusement documenté. Et elle n'avait aucune idée que la prochaine fois qu'elle verrait mon visage, ce serait de l'autre côté de la table avec la femme de son amant assise à mes côtés. Je suis arrivé tôt. Je le fais toujours. Je déteste être en retard, même à ma propre humiliation. L'endroit que Théa avait choisi n'était pas Tapa accent Graveleuil. C'était l'un de ces cafés calmes du centre-ville qui diffusent des reprises acoustiques de tubes des années 90 et surfacturent le lait d'avoine. Je me suis assis près de la fenêtre, jouant avec un sachet de sucre comme si c'était une grenade que je ne savais pas lancer. Elle est entrée comme si elle revenait d'un enterrement. Manteau noir, cheveux attachés, pas de maquillage. Non pas que cela importait. Elle ressemblait à une femme qui avait vieilli de 10 ans en une semaine. Mais ses yeux, ils étaient vifs, déterminés. Pas de larmes, pas de tremblements, juste une fureur en cage. Nous ne nous sommes pas serrés la main. Pas besoin. Nous savions ce que nous étions. Des vétérans de la même bataille invisible. Elle a commandé une tisane à la camomille. J'ai pris un café noir. Nous nous sommes assis en silence un instant, laissant la gêne s'installer comme la poussière avant que l'un de nous ne bouge. Je l'ai confrontée ce matin, a-t-elle dit, remuant son thé même si elle n'y avait rien ajouté. Je lui ai dit que je savais. Il n'a même pas essayé de le nier. J'ai hoché la tête, la gorge sèche. A-t-il avoué pour Mélanie? Elle a esquissé un sourire amer. Il a prétendu que c'était un moment de faiblesse. Un qui est arrivé 5 fois différente dans 3 codes postaux différents apparemment. Cela m'a frappé de plein fouet. 5 fois. Ma femme. Ma putain de femme. J'avais envie de crier, mais j'ai juste serré la mâchoire. J'avais assez pleuré. Je ne lui donnerai plus de larmes. Je lui ai dit de faire ses bagages, a-t-elle dit. Il loge à l'hôtel maintenant. J'ai annulé son accès à nos comptes conjoints. Changé les serrures. J'ai aussi envoyé un email à sa mère. Je me suis dit qu'elle devait savoir qui est vraiment son fils. Il y avait quelque chose à la fois d'horrible et de satisfaisant dans la façon dont elle l'avait dit. Si désinvolte, si chirurgicale, comme si elle était devenue quelqu'un de nouveau du jour au lendemain. Je n'ai pas parlé à Mélanie depuis que je lui ai donné l'enveloppe, ai-je marmonné, fixant mon café. Je pense qu'elle croyait que je la poursuivrais, que je me battrais pour l'empêcher de partir. Je le faisais toujours, mais cette fois je l'ai laissé s'en aller. Théa m'a regardé longuement. Tu ne l'as pas laissé s'en aller. Tu l'as libérée pour qu'elle se noie dans ses propres mensonges. Cette phrase m'a tellement frappé que j'ai dû détourner le regard. Puis elle a sorti quelque chose de son sac à main. Des photos, des captures d'écran, un email imprimé, et enfin un petit carnet noir. C'est le sien, a-t-elle dit. Un journal de voyage. Martel note tout. Je l'ai trouvé dans le tiroir de son bureau. Elle a ouvert une page, date, heure, numéro de chambre d'hôtel, note comme, M, portée du rouge, et Étienne en ville, fenêtre sûre. J'ai scanné la page et l'ai trouvé. Mon nom. C'est comme ça qu'il me désignait. Comme si j'étais un conflit de calendrier, comme si j'étais un bruit de fond. Il y avait une ligne que je ne pouvais pas m'empêcher de fixer. Il ne se doute de rien. Trop passif pour le remarquer. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Cela m'a brisé. J'ai fermé le carnet, les mains tremblantes. Théa n'a pas scié. Je veux rendre cela public, a-t-elle dit. Pas les réseaux sociaux, mais de réelles conséquences, des demandes de divorce, une exposition financière, des amis communs. Ils se sont moqués de nous. Je l'ai regardé. Tu n'as pas peur des retombées? Elle a souri. Ils ont brûlé la maison. Je ne fais qu'éclairer le chemin à travers les cendres. Nous sommes restés assis longtemps après cela, sans vraiment parler. Juste 2 étrangers buvant des boissons chaudes qui avaient le goût de la trahison et de la stratégie.
Et quand nous nous sommes finalement levés pour partir, elle a dit une dernière chose. Laissez-les profiter de leur liberté. Laissez-les goûter à ce qu'ils ont troqué contre la loyauté. Mais quand tout s'effondrera, et ça arrivera, assurez-vous qu'ils sachent exactement qui a ouvert la porte à cela. Et juste comme ça, elle était partie. Mais pas moi. Non, je ne faisais que commencer. Je ne sais pas ce que cela dit de moi, mais je me suis senti plus proche de Théa en 2 heures qu'avec Mélanie au cours des 2 dernières années. Peut-être est-ce un lien traumatique. Ou peut-être est-ce simplement ce qui se passe quand quelqu'un vous dit enfin la vérité sans détour. Sans filtre, sans flatterie, sans manipulation, juste les faits aussi tranchants et froids que du verre. Le lendemain matin, tout s'est accéléré. Je ne me souviens même pas m'être réveillé. Je me souviens juste avoir fixé mon téléphone et vu les messages non lus s'accumuler comme un voyage de culpabilité numérique. 10 de Mélanie, 3 appels manqués. Un message vocal que je n'ai toujours pas écouté. Le dernier message qu'elle a envoyé disait « Je pense que nous devrions parler ». J'ai eu le temps de réfléchir. Réfléchir. Ils disent toujours ça après avoir épuisé les lits des autres, mais ce qui m'a le plus secoué, ce n'était pas ces messages. C'était celui de Chloé, sa meilleure amie. La même Chloé qui m'avait juré un jour qu'elle garderait toujours Mélanie les pieds sur terre. La même Chloé qui n'avait jamais aimé Martel et avait toujours pensé qu'il était une ordure. Oui, elle. Elle a envoyé un message, « Salut Étienne, pouvons-nous parler en privé ? Juste toi et moi. Je te dois quelque chose. » Je n'ai pas répondu au début. J'ai pensé que c'était encore du contrôle des dégâts. Peut-être que Mélanie l'avait recruté pour m'amadouer. Peut-être qu'elle voulait me culpabiliser en me faisant voir les 2 côtés. Mais quelque chose semblait différent dans la formulation. Je te dois quelque chose. Pas des excuses, quelque chose. Alors, j'ai accepté. Je l'ai rencontré dans une sandwicherie à 3 pâtés de maison de chez moi. Territoire neutre à nouveau. Je me suis assis près de la fenêtre comme toujours, pour pouvoir la voir arriver. Elle avait l'air nerveuse. Pas de maquillage, capuche relevée, lunettes de soleil, même s'il faisait nuageux. Cela seul m'a dit que ce n'était pas une visite sociale. Elle s'est assise, n'a même rien commandé et a immédiatement dit « Je ne savais pas à quel point c'était grave. » Je jure devant Dieu, Étienne, je ne savais pas. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Elle a ouvert son sac à main et a sorti une clé USB. Ceci, a-t-elle dit en la faisant glisser sur la table, vient de l'enterrement de vie de garçon de Martel il y a 2 mois. Je n'y étais pas, évidemment, mais mon ami a été engagé pour faire des photos. C'est une pigiste. Elle ne savait pas qui était Mélanie quand elle m'a envoyé quelques échantillons de l'événement juste pour le plaisir. Étienne, Mélanie est dedans. Cela m'a glacé. J'ai fixé la clé USB comme si elle était radioactive. Elle m'a dit qu'elle était dans une retraite spa avec sa sœur ce week-end-là, ai-je dit lentement. Chloé a hoché la tête. Elle ne l'était pas, et tu n'étais pas censé le savoir. Personne ne l'était. Martel a tout gardé secret. Mais ta femme n'a pas vraiment fait profil bas. C'est alors qu'elle a sorti son téléphone et m'a montré une des photos. Il y avait Mélanie dans une robe rouge assise sur les genoux de Martel, sa main sur sa cuisse, riant, la tête en arrière, à l'aise comme si elle appartenait là, comme s'ils appartenaient. Je ne me souviens même plus de ma réaction. Mes mains sont devenues engourdies. Ma mâchoire semblait figée. J'avais envie de jeter la table à travers la pièce, mais tout ce que j'ai fait, c'est hocher la tête. Engourdie, comme une marionnette brisée acceptant son rôle dans le spectacle. Chloé a tendu la main et a touché mon poignet. Je ne t'ai pas montré ça pour te blesser. Je te l'ai montré parce que tu mérites de savoir. Et parce que j'en ai fini de la couvrir, elle n'est plus la même. Étienne ? Tu n'as pas changé. Elle l'a fait. C'était la 2e fois que quelqu'un me disait ça. Et cette fois, je l'ai cru. Je suis parti avec la clé USB dans ma poche. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même plus ressenti de colère. Je me sentais chirurgical. Cette nuit-là, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai ouvert les fichiers. Et alors que je cliquais sur photo après photo de la femme que je croyais connaître enlacée à un autre homme, quelque chose en moi s'est durci en pierre parce qu'elle n'allait pas rentrer à la maison pour une conversation.
Elle allait rentrer à la maison pour une conséquence. Elle est revenue 2 jours plus tard comme si rien ne s'était passé. J'étais dans la cuisine, faisant semblant de faire défiler mon téléphone quand j'ai entendu le clic de la serrure. Sa copie fonctionnait toujours pour l'instant. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai juste attendu qu'elle entre. Des pas doux comme si elle essayait de jauger la température de la pièce avant de parler. « Étienne » a-t-elle dit doucement, posant son sac à main comme si elle était dans le bureau d'un thérapeute. « Je pense que nous devons parler. » Elle n'avait aucune idée que je savais déjà tout. Pas seulement les hôtels, pas seulement les photos, mais le côté caché d'elle que je n'étais pas censé voir. La façon dont elle utilisait le silence comme une arme, la façon dont elle réécrivait l'histoire en temps réel, la façon dont elle laissait des morceaux d'elle-même comme de la nourriture périmée au fond du réfrigérateur. Des choses que je n'étais jamais censé trouver. Et maintenant elle se tenait là, agissant comme si c'était elle qui avait la clarté. J'ai levé les yeux lentement. Parler ? Maintenant tu veux parler ? Elle a fait ce hochement de tête étudié. Celui qu'elle utilisait lors des appels au service client quand elle voulait paraître calme mais ferme. Elle s'est assise en face de moi, a joint ses mains et a dit « Je sais que les choses se sont compliquées. Je sais que je t'ai blessé, mais j'avais besoin de temps pour comprendre ce que je voulais vraiment. » C'était tout. C'était la phrase. Ce que je voulais vraiment. J'ai incliné la tête. Et Martel t'a-t-il aidé à le comprendre ? Son visage s'est fissuré. Juste un éclair, mais je l'ai vu. Ses pupilles ont rétréci. Son souffle s'est coupé. Elle s'est vite rétablie, mais pas assez vite. Je ne sais pas ce que tu veux dire, a-t-elle dit trop rapidement. Je me suis levé, j'ai marché vers le comptoir et j'ai sorti la clé USB du tiroir. Je l'ai posée sur la table comme une arme chargée. Amusant, ai-je dit. Parce qu'il semblait savoir exactement où tu étais cette nuit-là. Tu as affirmé que tu étais avec ta sœur. Elle n'a pas touché la clé. Ne l'a même pas regardée. Étienne, ce n'est pas ce que ça a l'air. J'ai ri. J'ai réellement ri. Cela nous a surpris tous les deux. Tu sais ce qui est fou, ai-je dit, tu n'as pas seulement triché. Tu as chorégraphié tout ça. Tu avais des codes. Tu avais des mensonges de secours. Tu as chronométré tes sorties. Je veux dire, mon Dieu. Tu as écrit, Étienne ne se doute de rien, dans le journal de voyage d'un homme comme si j'étais une sorte de blague de sitcom. Sa mâchoire est tombée. Cela a fait mouche. J'ai vu la couleur quitter son visage. Où as-tu eu ça, a-t-elle chuchoté. J'ai pris un café avec sa femme, ai-je dit comme si je parlais de la météo. Elle est fantastique, d'ailleurs. Vive, civilisée, plus intelligente que vous deux réunis. Mélanie s'est levée brusquement, les mains tremblantes. Tu n'as pas le droit de m'espionner. Tu n'as pas le droit de... Je l'ai coupé. Je n'espionnais pas. Je survivais. Elle a ouvert la bouche pour parler à nouveau, mais rien n'est sorti. Elle est restée là, stupéfaite, prise au piège. Et je jure que pour la première fois, je l'ai vu réaliser que je n'étais plus l'homme qui la suppliait de rester. Cet Étienne avait disparu. Laissé dans cette chambre d'hôtel où elle a laissé tomber sa robe rouge sur le sol et a pensé que personne ne le saurait jamais. J'ai pris une inspiration. Calme, froid. Il n'y a pas de combat, Mélanie. Pas d'argument. Tu as fait tes choix. Ceci, j'ai tapoté la clé USB. N'est que le reçu. Elle m'a regardé comme une étrangère. Peut-être l'étais-je. J'ai pointé la porte. J'ai déjà parlé à un avocat. Tu seras signifié dans la semaine. Je ne veux pas de vengeance. Je veux la libération. Elle a hésité comme si elle attendait que je change d'avis. Que l'ancienne version de moi sorte en rampant et dise, s'il te plaît, ne pars pas comme avant. Mais cet homme était déjà enterré. Aux côtés de chaque promesse qu'elle avait rompue. Quand elle a finalement tourné les talons et est sortie, je ne l'ai pas arrêtée. J'ai verrouillé la porte derrière elle. Cette fois, pour de bon. Les 48 heures suivantes furent étrangement calmes. Pas de messages, pas d'appels, pas de messages vocaux en colère ni de larmes de crocodile. Je m'attendais à quelque chose. Peut-être une confession de dernière minute ou un monologue dramatique sur la façon dont elle ne voulait pas tomber amoureuse de lui. Mais il n'y avait rien.
Juste le silence. C'était plus fort que n'importe quel cri. C'est ainsi que j'ai su qu'elle était en train de s'agiter. Elle n'essayait pas d'arranger les choses. Elle calculait les retombées. Mélanie élaborait toujours des scénarios dans sa tête comme une joueuse d'échecs. Qui savait quoi, qui pourrait parler, qui pourrait être géré. Et moi, j'étais toujours le pion, prévisible, trop doux pour riposter, le gars qui cède, le gars qui pardonne, le gars qui fait de la place dans le placard, même quand son côté rétrécit. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai tout dit à tout le monde. J'ai commencé par les personnes qui comptaient, ma famille, nos amis communs, mon patron. Pas de manière mesquine, pas avec du drame, juste des faits, des reçus, une honnêteté calme, clinique, brutale. Quelques sourcils levés, beaucoup de longs silences, mais personne ne l'a défendu. Pas une seule personne. Puis vint la dernière étape. J'ai organisé un dîner. Oui, ça a l'air fou, n'est-ce pas? Organiser un dîner 2 jours après que votre femme vous quitte pour un autre homme. Mais je ne célébrais pas. Je reprenais possession de mon espace, de mon nom, de mon histoire. 6 personnes, 3 couples. Nos plus vieux amis, ceux qui entendaient toujours sa version en premier. J'ai cuisiné le même repas que j'avais fait la nuit où elle m'a dit qu'elle allait chez Chloé. J'ai même ouvert une bouteille de vin qu'elle aimait parce que je ne la laissais pas non plus s'approprier cela. Quand tout le monde s'est assis, je n'ai même pas attendu les apéritifs. J'ai tout déballé. Tout, les hôtels, les photos, la clé USB, le carnet de bord, les messages, le fait qu'elle n'était pas en retraite, elle était à l'enterrement de vie de garçon de Martel. Et leur regard, mon Dieu. Ce n'était pas seulement du choc. C'était de la honte. Pas envers moi, envers eux-mêmes. Pour n'avoir jamais posé de questions. Pour ne pas avoir vu les signes, pour l'avoir cru quand elle disait que j'étais trop sensible ou que j'y réfléchissais trop. L'une d'elles, Julie, sa colocataire d'université, a même commencé à pleurer. Elle m'a dit que tu étais contrôlant. Elle a dit que tu traquais son téléphone, que tu la faisais se sentir petite. J'ai secoué la tête. Je ne connaissais même pas le mot de passe de son téléphone. Et c'était tout. Le voile est tombé. Mélanie avait réécrit notre mariage en temps réel à toutes les personnes autour de nous, me peignant comme le méchant pour qu'elle puisse être l'évadée. Et cela a fonctionné pendant un certain temps, mais maintenant, c'était moi qui tenais la plume. Une fois le dîner terminé, après que tout le monde m'ait serré dans ses bras et m'ait promis leur soutien, je suis resté seul dans la cuisine et je me suis versé un dernier verre de ce vin. Je l'ai levé vers l'espace vide où sa photo avait l'habitude d'être accrochée et j'ai murmuré les mots qu'elle ne s'attendait jamais à entendre. Merci. Parce que si elle n'était pas partie, j'aurais continué à rapetisser, à me plier, à m'excuser pour des péchés que je n'avais jamais commis. Elle m'a appris à être petit, mais finalement, sa trahison m'a forcé à me tenir droit. L'ironie. C'est presque drôle. Elle pensait que partir lui donnait du pouvoir, mais tout ce que cela a fait, c'est me donner la permission. Elle m'a enfin envoyé un message une semaine plus tard. C'était un message simple, le genre que l'on envoie quand on ne sait pas comment nettoyer les dégâts. On peut se voir? Juste parler. Pas de drame. Pas de drame. C'est le comble. Venant de quelqu'un qui a bâti toute une vie secrète derrière mon dos et qui pensait qu'elle allait juste revenir avec un haussement d'épaule et une promesse. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais encore en colère, mais parce que je ne savais vraiment pas ce que je dirais et je n'ai pas ressenti le besoin de dire quoi que ce soit. À ce moment-là, les choses étaient calmes, magnifiquement, étrangement calmes. L'appartement semblait différent, plus léger. J'avais déménagé ses affaires le lendemain du dîner. Pas de rage, pas de vêtements brûlés ou de vaisselle cassée. J'ai tout rangé soigneusement, tout étiqueté, laissé le tout dans le local de rangement du hall avec un gentil message pour la récupération. Elle n'est jamais venue, pas une seule fois. Je suppose que certaines personnes ne peuvent pas faire face à ce qu'elles ont détruit. J'ai acheté un nouveau tapis, accroché mes propres œuvres d'art, remplacé les couverts qu'elle détestait toujours, mais que j'adorais secrètement. De petites choses, bien sûr, mais elles ressemblaient à des morceaux de moi que je laissais enfin respirer. Et voici la partie inattendue. J'ai recommencé à rire. De vrais rires inattendus. J'avais oublié ce que cela faisait. Au cinéma, pendant le déjeuner avec un ami que j'avais perdu de vue,
à un marché paysan, en dégustant des échantillons de miel d'un vieil homme qui jurait que les abeilles pouvaient guérir le chagrin. Ce n'était pas un rebond dramatique ou une transformation du jour au lendemain, juste une joie tranquille, subtile, réelle. Quelques semaines plus tard, j'ai recroisé Théa. Un pur hasard, au supermarché, de tous les endroits. Elle tenait 2 sacs de petits pois surgelés et avait l'air d'essayer de choisir celui qui l'avait le moins trahi. Nous nous sommes figés tous les deux une seconde, puis avons ri. Vraiment ri. Nous avons pris un café après. Pas de discussion sur eux, pas d'amertume, juste 2 personnes qui avaient traversé le feu et réalisé qu'elles n'étaient pas des cendres. Elle m'a dit qu'elle passait à autre chose. Nouvel endroit, nouveau travail, nouvelle énergie. Elle ne voulait pas être l'épouse amère. Moi non plus. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Je n'essayais plus de gagner. Ni contre Mélanie, ni contre Martel, ni même contre mon ancien moi. Je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. La paix que je ressentais n'était pas liée à la vengeance ou à la faire payer. C'était le fait de pouvoir enfin respirer dans une pièce qu'elle ne possédait pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Elle a envoyé un dernier message. Tu me manques. J'ai fait une erreur. Je l'ai laissé en lu parce que peut-être qu'elle me manquait. Peut-être qu'elle le regrettait. Mais au moment où elle a réalisé ce qu'elle avait perdu, j'avais déjà dépassé la version de moi qui avait besoin qu'elle le voie. Je n'avais pas besoin qu'elle revienne parce que j'étais déjà revenu.